Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette semaine j'avais envie de vous présenter mon bilan du Cold Winter Challenge. Personnellement pour moi ça a été un Cold Winter Challenge très marqué par des grosses difficultés de lecture, donc je me suis contentée de ce que j'étais capable de lire. C'est pas grave si j'ai pas réussi à vider entièrement ma pile à lire. Aucune inquiétude de ce côté-là, mais j'ai quand même été ravie de le faire et surtout ravie de le créer et je vous remercie de tout cœur pour toutes les personnes qui ont participé avec autant d'enthousiasme. Cette année encore, j'ai essayé d'avoir un maximum de catégories variées et surtout très ouvertes pour vous offrir en fait la liberté de vraiment mettre ce que vous voulez dans ces différentes catégories et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est primordial pour moi que tout le monde puisse y trouver son bonheur, que tout le monde puisse participer facilement, qu'il soit en fait hyper inclusif et que quelle que soit votre conception de l'hiver, la manière dont vous le ressentez, l'ambiance dans laquelle vous avez envie de vous plonger, eh bien vous puissiez trouver une ou plusieurs catégories qui vous conviennent et que vous puissiez mettre plein de livres différents dans ces différentes sous-catégories. Je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile pour moi de reprendre un tel challenge, notamment parce que tout le monde arrive avec ses propres attentes et que j'ai vraiment envie de me l'approprier sans pour autant le dénaturer complètement. C'est vraiment un jeu d'équilibre en fait, mais je suis hyper heureuse de voir que vous êtes tous enthousiastes, que vous êtes motivés et motivants et bien sûr, il reviendra l'année prochaine avec, je l'espère, encore plus de nouveautés. Je commence donc tout de suite mon bilan personnel et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose dedans étant donné que j'ai eu beaucoup de difficultés à lire et malgré tout j'ai vraiment l'impression d'avoir bien réussi mon Cold Winter parce qu'il m'a aidé à lire plus que ce que j'aurais pu lire en d'autres circonstances parce que vraiment j'avais beaucoup de difficultés mais comme là j'avais préparé une pile à lire avec notamment pas mal de mangas, ça m'a énormément aidé à me motiver et à quand même avoir envie de bouquiner sur cette période où vraiment c'était le calme plat. Et je commence avec le menu Magie de Noël dans lequel je n'ai absolument rien lu. J'avais mis 2 romans et un essai. Je n'ai rien réussi à lire. Ça ne m'étonne pas du tout. En fait, je ne m'attendais pas vraiment à lire ces romans et cet essai parce que je pense que c'était plus que ce que je pouvais lire. Là, j'avais besoin plus de graphiques. Et puis finalement, c'était peut-être des livres qui me motivaient un peu moins. Donc c'est ceux que j'ai mis de côté au départ. Et après, par la suite, j'ai pas eu envie de les prendre. Donc c'est pas grave, ça me les garde pour une prochaine fois, ce qui est très bien aussi. Ensuite, j'ai lu un manga dans le menu Cocooning hivernal. Alors, je l'avais prévu pour vitrine de Noël. J'aurais aussi pu le mettre dans Bonhomme en pain d'épices, mais peu importe. Il s'agit des sorcières de la fin du monde de Kujira. C'est un premier tome et c'est une très jolie découverte. Dans ce manga, on suit le personnage de Marie, une jeune sorcière qui est en plein apprentissage, mais qui galère très clairement avec ses pouvoirs et avec son apprentissage en général. Donc on va lui assigner une tutrice, Alice, qui est entre autres la meilleure élève de l'école. Ça attise énormément la jalousie de certaines et leur lien va évoluer vers quelque chose d'un peu plus romantique. Mais il y a une règle qui dit que les sorcières qui tombent amoureuses perdent leur pouvoir. J'ai adoré les 2 personnages principaux et notamment la dynamique entre les deux. Déjà d'un côté on a Marie qui a l'air totalement inadaptée à ce monde magique alors qu'elle possède pourtant une magie très puissante et très brute. Et de l'autre on a Alice qui est une jeune femme très mesurée, très méthodique, très silencieuse, vraiment elle est tirée à 4 épingles, il n'y a rien qui dépasse. Et Marie arrive et bouleverse complètement son monde avec sa personnalité, avec toutes ses émotions, avec le fait qu'elle galère avec ses pouvoirs, etc. Donc j'ai trouvé que la dynamique entre les deux était très très chouette. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'univers en général parce que certes il y a l'histoire entre Alice et Marie, mais il y a aussi toute une histoire qui englobe un petit peu plus ce lien qui se développe. Et cette histoire, c'est celle des sorcières qui cherchent en fait à se venger depuis l'époque où on brûlait les sorcières par méconnaissance de leur pouvoir, par méconnaissance de leur magie. Elles trament quelque chose pour se venger et j'ai vraiment hâte de comprendre et de découvrir un peu plus de quoi il retourne. J'ai aussi beaucoup aimé les dessins, j'ai trouvé ça très délicat, très joli et agréable à lire. J'ai trouvé le tome peut-être un petit peu court, il est un petit peu fin celui-là, j'aurais aimé un petit peu plus de matière, mais bon après tout c'était aussi un tome de mise en place, on ne faisait que découvrir les personnages principaux et un petit peu une mise en place de l'histoire, donc c'est pas très grave. Et d'ailleurs le tome se termine sur un événement un peu mystérieux, donc j'ai vraiment hâte de lire les autres tomes et je le ferai avec grand plaisir.
Je passe ensuite au menu hiver sombre dans lequel j'avais prévu un manga pour la sous-catégorie Un chalet sous la neige, et c'est bien celui que j'ai lu. Il s'agit des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage. Là aussi, c'est un manga que j'ai absolument adoré, dans lequel on retrouve le personnage de Mao Mao qui a 17 ans, qui est une jeune fille en fait qui a été formée par un apothicaire dans le quartier des plaisirs, puis qui a été enlevée et vendue comme servante à la cour impériale, dans le quartier en fait des femmes, et elle va rapidement monter en grade parce qu'en fait, grâce à sa connaissance des plantes et des remèdes, eh bien elle va pouvoir sauver le bébé d'une des concubines de l'empereur. Déjà, je me suis tout de suite hyper attachée à Mao Mao, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage. Elle est jeune, elle a 17 ans et malgré tout c'est une jeune femme qui est très simple, intelligente, réfléchie, posée. Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas du tout frustrant dans le sens où tout ce qu'elle fait est parfaitement logique. En fait, j'étais d'accord avec la plupart des actions qu'elle entreprend, donc j'avais pas de moment où je me disais « Oh là là, non, elle fait un truc, elle aurait jamais dû faire ça ». Non, je suis plutôt d'accord avec sa manière de faire les choses. Tous ses actes sont très pondérés, très réfléchis. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper plaisant. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance de la cour impériale et toutes les intrigues qui se développent au fur et à mesure. En fait, on a un peu des tranches de vie qui viennent compléter cette trame de fond, ces intrigues de fond. Et je trouvais ça très intéressant. En plus de ça, on a cette ambiance de cour avec les servantes, les concubines, différents personnages. Il y a aussi un autre personnage qui va être important et qui pour l'instant est assez mystérieux. J'ai hâte d'ailleurs d'en savoir plus sur lui parce que je ne sais pas exactement ce que je pense de lui et comment me positionner par rapport à ce personnage. Et on a des rumeurs qui viennent parfois enjoliver la réalité et il faut découvrir justement quelle est la réalité et ainsi de suite. J'ai trouvé que ça marchait super bien et que c'était hyper agréable à lire. J'ai aussi adoré les dessins, je trouve que c'est hyper clair, lisible, simple parce que c'est un style assez épuré. Personnellement, c'est vraiment ce que je préfère comme dessin dans les mangas quand c'est assez épuré, assez lisible. Et là pour le coup, j'y ai vraiment trouvé mon compte et je trouvais que c'était très délicat, très joli. Bref, c'était une super découverte, j'ai vraiment hâte de lire la suite, de découvrir les autres tomes. Je pense que je vais les acheter assez rapidement pour pouvoir les découvrir pendant le printemps. Ensuite, pour le menu marché dans la neige, j'avais prévu un manga pour la sous-catégorie forêt enneigée et j'ai bel et bien lu Minuscule, le tome 8 de Takuto Kashiki. Bon, je crois que je ne vais pas beaucoup vous en parler parce que je pense que j'en ai assez parlé sur cette chaîne. Je pense que j'ai assez fait du lobbying pour Minuscule sur cette chaîne, donc je vais passer un peu rapidement sur ce petit point-là. Mais j'ai quand même été très agréablement surprise de voir que malgré le fait qu'on arrive déjà au tome 8, eh ben les aventures de Hakumei et Mikoshi, elles ne s'épuisent pas du tout. En plus, au fur et à mesure des tomes précédents, l'auteur a présenté des nouveaux personnages qu'on suit avec autant de plaisir que nos petites héroïnes. Du coup, ça permet de diversifier énormément les différentes histoires. Et moi, j'avais peur que ça s'essouffle au bout d'un moment et qu'on tourne en rond. Et du coup, pas du tout, parce qu'on a tous ces petits personnages annexes qui viennent complètement rajouter quelque chose et qui eux aussi ont une vie, eux aussi ont des histoires à raconter, ils vivent des aventures tout pareil et c'est un plaisir de les suivre. Bref, Minuscule pour moi c'est toujours un vrai régal, c'est plein de douceur, plein de feel good. D'ailleurs j'aurais aussi pu le lire pour la sous-catégorie marron glacé, mais je trouvais que dans Forêt enneigée ça marchait plutôt bien puisque on a toujours ces images magnifiques, ces très très belles illustrations de nature et les décors incroyables qu'on peut avoir dans ce manga. Vraiment je suis toujours impressionnée de voir à quel point les décors, à quel point les paysages peuvent être aussi détaillés. Je vais vous en montrer un petit peu, mais à chaque fois je suis époustouflée par la beauté des dessins et c'est un véritable bonbon, un véritable plaisir de lire ce manga. Et on en arrive enfin au menu bonus, le menu sorcellerie hivernale, le seul menu où j'ai lu un livre pour chaque sous-catégorie. Il est possible que ça soit simplement parce que c'était mon menu préféré. Peut-être. Et pour la sous-catégorie Étoile des Neiges, j'ai lu Aria de Kozue Amano, une découverte manga magnifique qui pour moi se hisse déjà au rang de Minuscule dans mon cœur. Là aussi je vais passer un peu rapidement parce que je vous en ai déjà
pas mal parlé, mais pour faire court, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Akari, qui se rend sur Mars, qui a été terraformée pour ressembler à Venise, et elle souhaite devenir Ondine, donc elle va vouloir faire son apprentissage pour être Ondine, c'est-à-dire une jeune femme qui conduit les gondoles. À partir de là, on suit donc son apprentissage, les différentes rencontres qu'elle fait, les amis qu'elle se fait, et sa découverte de la ville de Néo-Venise. C'est aussi doux, feel good et adorable que minuscule dans le sens où il ne se passe rien de triste, rien de terrible. C'est des petites tranches de vie où on découvre de plus en plus de choses sur Akari, sur les personnes qui l'entourent, sur les relations qu'elle construit et aussi sur Néo-Venise, puisque c'est une ville qui recèle plein de secrets. Et s'il y a quelque chose que j'ai adoré dans ce manga, c'est aussi le fait que le tome soit assez volumineux. Ça m'a particulièrement plu parce que du coup mon temps de lecture était assez long. J'aurais trouvé trop triste qu'on me plonge dans cet univers aussi doux, aussi feel good, aussi agréable et que je doive en ressortir tout de suite. Là au moins j'ai eu le temps de profiter et c'était hyper agréable. J'ai aussi beaucoup aimé les dessins, je trouve que c'est très joli, très délicat. Là aussi les décors sont hyper travaillés, hyper beaux, je vous montrerai quelques images, mais vraiment ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures d'Akari jusqu'à ce qu'elle devienne Ondine. On passe à la sous-catégorie Baba Yaga et là j'ai enfin lu un roman et j'avais hyper hâte de vous en parler. Il s'agit des Sorcières de Pendle de Stacey Halls, un roman que j'ai adoré, c'était une lecture très fluide, très agréable, très facile à faire et qui est présenté comme une lecture féministe. Et là j'ai envie de dire oui et non. Dans ce roman, on retrouve le personnage de Fleetwood, une jeune châtelaine de 17 ans. Elle a déjà fait 3 fausses couches, et là elle est enceinte de son 4e enfant, et après avoir trouvé une lettre dans les affaires de son mari, elle est persuadée qu'elle va mourir à l'issue de cette grossesse. Alors même si elle a très envie de donner un héritier à son mari, on comprend que perdre sa vie pour donner cet enfant ne l'enchante pas beaucoup, donc elle a très peur. Et là, elle va faire la rencontre de Alice Gray, une jeune femme qui a des solides connaissances dans les plantes et qui exerce comme sage-femme, qui va devenir sa sage-femme et qui est très clairement son dernier espoir de survie. En parallèle, il y a un énorme procès pour sorcellerie qui s'ouvre à Pendle et Alice Gray va être une des personnes accusées. J'ai adoré cette lecture, c'était déjà hyper agréable à lire parce que c'est écrit avec beaucoup de simplicité, donc c'est très fluide, il n'y a vraiment pas besoin d'une énorme concentration, c'est très simple à lire, ça j'ai beaucoup apprécié. On s'attache aussi beaucoup aux personnages, même si au départ je n'ai pas trop aimé Fleetwood, elle m'agaçait un petit peu, mais au fur et à mesure il y a quelque chose qui change en elle et qui fait que ça la rendait beaucoup plus attachante, j'avais envie de la voir évoluer. Et aussi je me suis beaucoup attachée à Alice qui est une jeune femme assez mystérieuse au départ, sur qui on ne sait pas grand chose, on en apprend un petit peu plus par la suite. Je disais qu'un point important de ce roman, c'est de savoir est-ce que c'est un roman féministe ou pas, et pour moi c'est un oui et un non, c'est-à-dire que c'est assez nuancé. Effectivement on va aborder énormément de notions d'un point de vue très patriarcal dans ce roman, et notamment parce qu'on est du point de vue de Fleetwood. Tout le long du roman, c'est le point de vue de Fleetwood que l'on a, et Fleetwood, elle est totalement élevée dans le patriarcat. Et d'ailleurs, au départ, elle n'a aucune idée de le remettre en question. Donc très clairement, non. On n'a pas une femme qui, d'un seul coup, va, pour sauver ses sœurs femmes, se libérer dans un grand élan de libération, se délivrer de tous ses préjugés pour aller à la rencontre du féminisme. Non, très clairement, on n'a pas ça. Et en même temps, tant mieux, parce que ça n'aurait aucun sens. Je peux comprendre donc que certaines personnes n'aient pas trouvé ce roman féministe parce que on n'a pas cette libération, on n'a pas quelque chose de tranché. À aucun moment on a vraiment une libération nette et une cassure nette. Donc oui, si c'est ce que vous cherchez, détournez votre chemin car ce n'est pas ce que vous allez trouver ici. Cela dit, pour moi, ce livre est féministe dans le sens où il montre une déconstruction et il montre une libération qui sont réalistes. Pour rappel, le livre se passe en 1612 et très clairement, si on avait vu une Fleetwood devenir d'un seul coup une guerrière féministe sans que personne trouve rien à redire et qu'elle le soit devenue du jour au lendemain, ça aurait été totalement incongru. Malgré tout, au fur et à mesure du roman, Fleetwood, il y a des choses qui la gênent de plus en plus. Des paroles que d'autres personnes vont dire, des actes, des situations, ses émotions parfois vont être blessées, son ego aussi, et elle va énormément réagir, notamment parce qu'on s'en prend à sa sage-femme, à sa chance de survie. Donc oui,
Fleetwood, c'est une humaine, c'est une personne humaine. Elle n'est pas parfaite, ça n'est pas une super-héroïne. C'est une femme tout à fait normale, avec des qualités et des défauts. Et sa déconstruction, sa libération, elle est lente, elle est progressive, elle se questionne petit à petit, et elle est aussi égoïste. C'est parce qu'on s'en prend à elle, à ses privilèges, à ses besoins à elle, qu'elle va devoir réagir. Si je remets les choses en perspective, dans ce roman, en 1612, on assiste à la remise en question de plein de choses issues du patriarcat par une très jeune femme, qui a quand même seulement 17 ans en vrai, et dans un monde où absolument personne n'est là pour lui ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. Personne ne peut lui mettre le féminisme sur sa route. Parce que même si Alice, par exemple, est issue d'une classe moins aisée, ça n'est pas pour autant qu'elle ne fait pas partie du patriarcat. Elle aussi, elle est élevée dans le patriarcat. Et même si c'est peut-être un des personnages qui s'en détache le plus, malgré tout, elle vit à la même époque que Fleetwood et elle reçoit les mêmes réflexions. Et en soi, je trouve que c'est déjà énorme. Et au fur et à mesure du roman, les actions de Fleetwood sont de plus en plus dirigées vers une libération, vers une déconstruction. Et on se rapproche un petit peu d'un embryon du féminisme tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui peut se développer au fur et à mesure des différentes générations. En bref, je trouve que ce livre, ce n'est peut-être pas un roman féministe, mais un roman sur l'étincelle du féminisme. Et encore une fois, selon moi, ça aurait été hyper maladroit de montrer une déconstruction complète, une libération totale d'un personnage en quelques pages à cette époque-là. Pour moi, ça aurait été vraiment très étrange, parce que nous, à notre époque, on voit très bien que tout ce qu'elle dit, eh bien, ça ne va pas. Il y a plein de choses dans ce qu'elle dit, Fleetwood, dans plein de choses dans ce qu'elle pense, qui ne sont pas concevables à notre époque au XXIe siècle. Mais en 1612, elle ne le voit pas, et c'est parfaitement normal. Mais le fait qu'elle remette en question, qu'elle soit gênée par certaines situations qui transpirent le patriarcat, le fait que parfois elle aille à l'encontre de ce que l'on attend d'elle, et la fin du roman qui pour moi est très révélatrice du changement de Fleetwood, et ben c'est déjà énorme, et c'est pour moi vraiment un roman qui parle de féminisme, parce que c'est une lente déconstruction, mais c'est une déconstruction quand même. En bref, c'est une excellente lecture que j'ai faite, j'ai trouvé très réaliste, très logique, c'était agréable à lire en plus de ça. Ça montre aussi que se déconstruire, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, que effectivement le patriarcat, il est bien profondément ancré en nous et qu'on ne peut pas se déconstruire et se libérer entièrement du patriarcat d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Même à notre époque, c'est quand même quelque chose qui prend son temps avec des remises en question permanentes qui nous amènent vers un monde plus féministe. Ce roman, je le conseille à des personnes qui sont déjà bien avancées dans leur déconstruction et qui auront peut-être envie de regarder Fleetwood comme une petite sœur et de l'encourager et de voir avec bienveillance sa déconstruction et sa libération qui évoluent au fur et à mesure. Mais je le conseille aussi à des personnes qui ne seraient peut-être pas encore très ancrées dans le féminisme, tout en gardant à l'esprit que Fleetwood est très influencée par le patriarcat et que vous allez devoir pas mal questionner certaines choses qu'elle trouve encore normales. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie, Yule, j'avais décidé de lire Médusa de Flora Boukri et sans aucune surprise, ça a été une excellente lecture. Alors j'ai déjà pas mal parlé des livres de la collection de l'autre côté du mythe écrit par Flora Boukri pour Gulfstream. J'ai beaucoup aimé Ariadne et Penthesilea et encore une fois c'était une merveille. J'étais très contente de voir que le personnage de Méduse était le suivant sur la liste parce que j'aime vraiment beaucoup ce mythe. Malgré tout c'est une histoire qui est vraiment très difficile. Je me demandais comment est-ce qu'elle allait la tourner et je n'ai pas du tout été déçue. Attention, dans cette chronique, je vais aborder des thématiques difficiles puisque l'histoire de Méduse, c'est une histoire de viol. Donc si vous ne souhaitez pas entendre parler de ce sujet, sachez que c'est le dernier livre de ce bilan. Donc ceux qui veulent nous quitter ici, eh bien je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les autres, eh bien je vais vous raconter un petit peu mon ressenti par rapport à ce tome sur Méduse.
Alors pour une fois, et contrairement à Ariadne et Penthesilea, je me suis lancée dans cette lecture en connaissant un petit peu le mythe de Persée et surtout en connaissant l'histoire de Méduse. Je savais donc ce qui allait se passer. D'ailleurs, je trouve que c'est un très bon réflexe de la part de Gulfstream d'avoir noté en début de roman les thématiques difficiles abordées, puisque je rappelle qu'on est quand même sur une catégorie plutôt jeunesse-adolescent. Donc pour un livre qui parle de viol, de suicide, ça me paraissait une bonne idée de le noter. Malgré tout, dans d'autres maisons d'édition surtout, j'ai vu des romans jeunesse, adolescents, avec des scènes de viol assez décrites et qui à chaque fois m'ont profondément gâché ma lecture, qui m'ont parfois même vraiment énervée, parce que je trouve qu'elles n'avaient rien à faire là, que c'était vraiment histoire de souligner la cruauté d'un personnage. On le voyait déjà avant, hein, pas besoin de décrire une scène de viol. Donc très souvent, je les trouve un petit peu en trop et ça vient gâcher ma lecture. Mais là, pour le coup, je savais que c'était un passage obligé, puisque c'est l'histoire de Méduse. J'avais très clairement peur qu'on se retrouve avec une scène un peu trop bien décrite, et personnellement, je n'ai absolument pas envie de lire ce genre de choses. Mais au contraire, et d'ailleurs si vous avez peur de commencer ce roman parce que vous avez peur de la scène en question, sachez qu'elle n'est absolument pas décrite. En fait, on voit Méduse avant que ça se produise, on voit Méduse après que ça se produise, mais entre les deux, tout ce qu'on a, c'est une discussion entre deux déesses. Et cette discussion, je trouve qu'elle est très forte émotionnellement, puisque on a d'un côté une déesse bienveillante, surtout envers Méduse, qui a conscience de l'horreur de la situation, mais qui ne peut rien faire, et de l'autre, une autre déesse qui, elle, a déjà subi ce qu'est en train de subir Méduse, et que ça lui a provoqué finalement une amère résignation, quelque chose qui la rend presque cruelle envers les autres. Et je trouve que c'était extrêmement intelligent de tourner les choses de cette manière, parce que même si rien n'est décrit, eh bien on sait ce qui se passe, et la discussion entre les deux déesses vient vraiment appuyer l'horreur de la situation. La suite de l'histoire aussi est superbe, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'est très très bien ficelé. On a un Persée qui est quand même un peu dérouté par la demande d'Athéna. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le personnage et le rôle d'Athéna dans l'histoire, qui est beaucoup plus positif que dans le mythe originel. Et en fait, l'autrice explique dans les notes de l'autrice à la fin du roman qu'il y a un geste qu'Athéna fait qui lui a permis d'imaginer que le lien entre Méduse et elle aurait pu être plus positif que ce que l'on croit. Et je trouvais que c'était extrêmement intelligent de venir tirer ce petit détail pour en faire quelque chose de positif et un peu plus sororité finalement et féministe donc que ce que l'on voit au départ dans le mythe originel. Le roman, il vient aussi poser la question de ce qu'est un monstre, puisque dans la mythologie, la Gorgone, c'est un monstre. Et pourtant, ici, la Gorgone, elle est énormément aimée, que ce soit par ses sœurs ou par Athéna. Est-ce qu'un monstre peut réellement être autant aimé ? Ou est-ce que c'est simplement la manière dont on réagit à un événement traumatique qui nous transforme d'une certaine manière, qui peut faire croire qu'on est comme un monstre, alors que pas du tout. J'ai trouvé que ça, c'était très intéressant et que finalement, la thématique principale du roman, c'est le traumatisme, comment on s'en relève, comment ça nous transforme, et je trouve que c'est réalisé avec brio. Bref, je n'ai pas envie de trop vous en dire, parce que si vous ne connaissez pas le mythe de Méduse, j'ai envie de vous le laisser découvrir, mais malgré tout, ce que je peux dire, c'est que je trouve que ce mythe-là, ce personnage-là en particulier, c'est particulièrement casse-gueule. On peut vraiment faire des grosses erreurs pour raconter une histoire comme ça. Et l'autrice, pour moi, elle ne fait aucun faux pas. Au contraire, elle amène les choses avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. Il y a énormément de subtilité. Et c'est ce qui a fait que cette histoire m'a autant émue, que ce roman m'a autant émue. Et je ne peux que vous le recommander. Voilà, ce petit bilan du Cold Winter Challenge touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un très bon Cold Winter Challenge et que vous attendrez avec impatience l'édition de l'année prochaine. Je vais voir, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer un petit peu, d'autres pas du tout. Je ne sais pas encore, mais j'ai hâte de travailler là-dessus. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.